Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'Est de la RDC. Après la première visite officielle de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, on s'interrogera sur les marges de manœuvre des instances internationales dans cette guerre entre l'armée congolaise et les rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda. Quid de la situation politique intérieure? C'est notre focus politique de ce dimanche soir. Décryptage avec Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la DIPOL. Nous parlerons aussi de cette affaire qui suscite beaucoup d'émotions au Kenya, la mort d'Albert Ojwang, une semaine après la mort en détention de ce blogueur. Sa veuve ne compte pas lâcher l'affaire et se battra, dit-elle, pour obtenir justice. Pénurie, inflation galopante, vie quotidienne bouleversée à Bujumbura. Les étals sont vides et les assiettes clairsemées. Et elle raconte la dure réalité d'un pays en quête de souffle alors que l'aide internationale se fait rare. Reportage au Burundi alors que le pays vient tout juste d'élire ses nouveaux parlementaires. On ouvre ce journal par notre focus politique de ce dimanche qui nous conduit ce soir dans l'est de la RDC où les combats se poursuivent entre l'armée congolaise et les rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda. Vendredi, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, s'est rendu à Goma. Première visite depuis que la ville est tombée aux mains des rebelles. Un déplacement sous haute tension alors que les initiatives diplomatiques se multiplient. Washington, Doha, l'Union africaine. Chacun tente de ramener Kinshasa et Kigali à la table, mais la paix est-elle encore possible? Et l'État congolais a-t-il encore prise sur la situation? Pour en parler, nous recevons Christian Moleka, analyste politique, coordonnateur de la DIPOL, la dynamique des politologues congolais. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors d'abord, une image forte cette semaine. Que faut-il retenir de la visite de Bintou Keïta à Goma? On a vu la chef de la MONUSCO discuter avec les rebelles de l'AFC M23. Que doit-on comprendre de cette rencontre? Bon, déjà, il faut rappeler que la MONUSCO a reçu un mandat pratiquement de la résolution 2773 pour accompagner les initiatives de paix. Et donc, on peut comprendre de cette démarche une volonté de jouer les bons offices entre la partie gouvernementale et la FCM 23. C'est une visite qui intervient au moment où reprend en même temps les négociations pratiquement à Doha. Et dans un passé récent, la MONUSCO a également joué un rôle de bons offices pour l'évacuation des quelques militaires des FARDC qui étaient pris en otage après la prise de la ville de Goma. Donc on peut voir dans ce mouvement un début de bons offices initiés par la MONUSCO pour essayer de rapprocher après le blocage qu'on a vu à Doha il y a quelques semaines. Vous avez parlé justement du processus de Doha. Parlons de l'initiative de Washington. Où est-ce que ça en est? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est une autre initiative que devaient mener les Américains pour amener la paix et en tout cas espérer que Kigali et Kinshasa reviennent à la table des négociations. J'ai pas très bien saisi la question, la connexion n'est pas très bonne. La question, c'est sur le processus de Washington également. Oui. Oui, le processus de Washington qui avait également commencé avec beaucoup de bonne volonté. Beaucoup de Congolais espéraient qu'au 15 juin, c'est-à-dire aujourd'hui, on aboutirait à un accord. Là encore, on sent que les avancées sont très tatillonnes parce que depuis le début de consultation, les différentes commissions ont travaillé pratiquement séparées. C'est à partir d'hier, si je ne me trompe pas, que les groupes d'experts ont commencé à travailler d'un point de vue, je dirais, physique. Et donc, les décisions sont très laborieuses. On parle d'un probable accord, si pas à la fin du mois, entre mai-juillet. Il y a cette volonté d'une diplomatie commerciale qui mette l'État congolais et le Rwanda comme partenaires, alors qu'il y a peu, les deux États se regardaient en chien de faïence. Il y a également le fait que ce processus devra se mettre en pendant avec le processus de Doha, qui met cette fois-ci le gouvernement en face avec les M23. Donc, il y a encore du chemin à faire pour aboutir à un accord. On le sent qu'il y a encore des étapes à franchir, notamment sur des questions de fond,
et sur la feuille de route conjointe que les deux délégations devront accepter. Christian Moleka, vous êtes un analyste politique, un politologue avisé. Dites-nous, on essaye de comprendre un peu cette visite, cette rencontre entre la chef de la MONUSCO et les leaders du M23, AFC M23. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une normalisation, en fait parce que jusqu'ici, les Kinshasa ne voulaient pas en entendre parler. Qu'est-ce qui a changé, en fait? Normalisation, non, parce que Kinshasa est en train déjà d'échanger avec le 1-23 au niveau du Doha. C'est vrai qu'il y a une forme de réticence pour Kinshasa de toute démarche interne qui permet de rapprocher les positions avec les 1-23 et que seul Doha a permis de créer ce pont-là. Mais la MONUSCO a commencé, comme je le dis, à jouer un rôle en interne, déjà en aidant à travers le CICR notamment, à évacuer quelques éléments des FARDC qui étaient bloqués à Goma. La MONUSCO a également aidé à l'évacuation de quelques éléments de la SAMI-RDC. Donc, il y a une MONUSCO qui veut également rejouer un rôle. On sait dans le contexte de l'Est, la mission de l'ONU qui avait perdu en crédibilité et tenant compte de l'environnement il y a quelques temps, qui veut jouer un rôle. Et comme je le dis, si demain, l'EAC SADC travaillait à mettre en place des mécanismes conjoints de vérification de frontières, c'est la MONUSCO qui demeure à ce stade le seul partenaire capable sur le terrain à mettre sur pied des mécanismes de vérification. Donc il y a un rôle à définir pour la MONUSCO, il y a des rôles des bons offices à jouer, mais il y a également le fait que autant que Doha reprend, autant il y a nécessité de rapprocher les positions et la MONUSCO peut jouer ses bons offices entre Kinshasa et les 1-23. Parlons, Christian Moleka, de politique intérieure à présent. On parle d'un rapprochement entre Tshisekedi et Fayoulou. Peut-il déboucher sur une vraie dynamique d'union nationale ou simplement il s'agit de calculs politiques? Parce que finalement, il y a aussi une question justement du potentiel de résolution, en tout cas de la crise, depuis Kinshasa. Je n'ai pas très bien entendu la question non plus. Si vous parlez de rapprochement du président et de M. Fayoulou. Oui, absolument. Est-ce que ça peut changer les choses? Est-ce que ce rapprochement peut changer les choses? D'une certaine manière, oui, parce que ça remet en question ce qu'était la position conjointe de l'opposition. Il y a quelques mois, l'opposition, dans sa grande diversité, avait signé un communiqué conjoint, y compris Fayoulou, pour à la fois appeler au dialogue, mais surtout de rester dans le schéma de la CENCO-ECC. Là, vous avez un Fayoulou qui a pris une position unilatérale, pratiquement à contre-courant des autres partis de l'opposition, et qui a mis en place une rencontre directe avec le président. Ce changement de posture intervient également dans un contexte où vous avez un président Kabila qui est descendu à Goma. Et donc, cette descente de Kabila à Goma met un peu en mal certains opposants quand on connaît la sensibilité de la question de l'agression rwandaise dans l'opinion politique intérieure. Et deuxièmement, ça poussait le président Félix, qui était jusque-là assez réticent à un processus de dialogue interne, à faire de la flexibilité. Donc oui, il y a aujourd'hui un mouvement qui se met en place, un jeu de rôle entre les différents acteurs, un Fayoulou qui se rapproche probablement du président Tshisekedi et qui pourra revitaliser les consultations lancées par le conseiller spécial Eberand, qui n'avait pas réussi à faire venir, je dirais, des gros opposants. On a vu quelques seconds couteaux prendre part aux consultations, mais il manquait réellement de vrais leaders pour donner, je dirais, corps aux consultations. Donc, il est très probable que par ce rapprochement, M. Fayoulou participe à redynamiser un peu les consultations qui commençaient à perdre un peu de couleur. Et en même temps, il s'éloigne des autres opposants et particulièrement de Kabila. Merci beaucoup. Merci Christian Moleka pour votre décryptage sur France 24. Merci beaucoup. On passe à cette affaire au Kenya qui suscite une vague d'émotions, la mort du blogueur Albert Ojwang. Une semaine après sa mort en détention et les manifestations qui ont suivi, 2 suspects ont été arrêtés. Sa veuve, à lui, compte ne pas lâcher l'affaire et se battra pour obtenir justice. Clémence Valère. Obtenir justice pour la famille d'Albert Ojwang, un combat qui ne fait que commencer.
Vendredi, l'un des agents de police, accusé d'avoir battu à mort l'homme de 31 ans, a comparu devant le tribunal pendant une audience préliminaire. Un début, selon l'avocat de la famille. Nous nous attendons à voir des personnes de rang supérieur assumer leurs responsabilités. Nous nous attendons à voir les cerveaux derrière cet acte odieux prendre leurs responsabilités. Albert Ojwang a été arrêté par la police kenyane samedi dernier pour avoir critiqué un officier sur les réseaux sociaux. Il a passé la nuit en détention avant d'être déclaré mort dimanche à l'hôpital. Si la police avait initialement affirmé qu'il s'était suicidé durant sa détention en se tapant la tête contre les murs de sa cellule, le rapport de l'autopsie a révélé de nombreuses lésions au crâne et au cou, incompatibles avec des blessures auto-infligées. La mort du blogueur a déclenché une vague d'indignation et de manifestations au Kenya, ainsi que le désarroi de sa veuve et de son père. Qu'est-ce qui s'est passé pour que mon fils soit emmené de chez moi et finalement qu'il soit tué? Je sais qu'on ne peut pas le ramener à la vie, mais le fait qu'il obtienne justice et que les personnes impliquées soient inculpées pour ce qu'elles ont fait nous permettra, à un moment donné, d'avoir l'esprit tranquille. L'autorité indépendante de surveillance de la police a demandé un délai de 3 semaines avant de débuter le procès. Le temps, disent-ils, de boucler leur enquête. Le commandant du poste, Samson Talam, ainsi qu'un technicien accusé d'avoir désactivé le système de vidéosurveillance du poste, ont également été arrêtés. On passe au Burundi qui vient d'élire ses nouveaux parlementaires avec un défi majeur, redresser l'économie dans un pays qui fait face à des pénuries et une inflation record. À Bujumbura, par exemple, la crise économique s'invite sur les étals, dans les assiettes, forçant la population à revoir son quotidien. Dans le contexte actuel des baisses des aides internationales, la situation économique assombrit un peu plus l'atmosphère dans le pays. Reportage de Juliette Montilly. Jour de livraison, sel, chocolat, ce négociant importe des marchandises et les revend aux commerçants. Mais depuis quelque temps, l'activité tourne au ralenti. Pour les produits venus de l'étranger, comme il y a une pénurie de carburant, les prix ont augmenté. Alors on vend en fonction des prix d'achat. Mais il arrive aussi que les prix diminuent alors que nous avions déjà un stock acheté à un prix élevé. Là, on est obligé de s'ajuster à la concurrence et on travaille à perte. Cette pénurie de carburant impacte l'économie dans son ensemble. En mai 2025, l'inflation grimpait à 45%, forçant la population à revoir ses habitudes de consommation. Au marché de Kotebu, les acheteurs font une croix sur certains produits. Le prix de la viande a beaucoup augmenté. Avant, on achetait le kilo pour 20 000 francs burundais. Maintenant, c'est entre 35 et 40 000. Face à cette hausse, le gouvernement burundais a instauré un encadrement des prix. Une mesure censée protéger le consommateur, peu respectée sur les étals. Il faut un accent plus accru pour la lutte contre la corruption et le détournement, ce qui pourrait, l'ensemble des paramètres pourrait encore permettre à ce que la structure économique ou la situation économique du consommateur soit encore mieux qu'aujourd'hui. Une crise enracinée dans des dysfonctionnements profonds. Pour cet économiste, l'amélioration du niveau de vie doit aussi passer par des réformes d'ampleur, en particulier dans le secteur agricole. L'agriculture du marché reste à développer. La diversification n'est pas très significative parce que le Burundi exporte principalement le café et aussi le thé. D'autres cultures ne contribuent pas très significativement à les recettes d'exportation. Le Burundi ambitionne de devenir un pays émergent à l'horizon 2040. Un défi de taille à l'heure où les bailleurs internationaux, dont le pays dépend largement, diminuent leurs aides financières. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.